Dans le magazine de la mer, pour les fêtes, on a décidé de s'intéresser aux huîtres, les huîtres qu'on allait avoir dans nos assiettes à Noël. Et pour ça, à Étré, il y a une famille d'ostréiculteurs qui s'appelle la famille Bernard, qui va nous expliquer un petit peu comment les huîtres sont-elles élevées, comment sont-elles travaillées et comment sont-elles servies pour arriver dans nos assiettes. Donc on est en baie d'Étré, il fait beau comme d'habitude en baie d'Étré. En plus ils ont un petit établissement qui s'appelle la Gigasse, qui est fermé mais où ils font la dégustation de leurs huîtres l'été. Et le bâtiment que vous voyez au fond, c'est là où on va aller les rencontrer. Bon, alors moi je sais que tu t'appelles Armand, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Alors moi je suis Armand, donc ça fait pas longtemps qu'on est dans le métier avec ma frangine, avec ma sœur. On fait les huîtres depuis à peu près 1 an, tous les deux maintenant. Et on s'est lancé dans le métier, on a repris l'affaire familiale du grand-père. Et voilà, dans la baie d'Étré. Dans la baie d'Étré. On est où précisément là? Alors là on est chemin de la Gigasse à Étré, en bord de mer, dans la baie de Gaucho. Voilà. Bon, la Gigasse, il y en a qui connaissent parce que l'été, on peut, il y a une petite dégustation d'huîtres et de moules. Voilà, donc c'est le grand-père qui a eu l'idée. Au départ, ça devait commencer l'année de la tempête, enfin l'été juste à la tempête après. Donc on a dû commencer plus tard à cause des travaux qu'on a eu à faire. Et on a ouvert la Gigasse en 2012, il me semble, l'été 2012, le premier été. Et on a été surpris, agréablement surpris. Du monde? Oui, du monde. Bon, alors là, on va parler des huîtres. On arrive en période de Noël, donc j'imagine que ça bosse un peu. Alors là, on n'a pas encore commencé vraiment le calibrage pour les fêtes. On finit notre décollage qu'on avait à finir. Donc là, ils sont en train de décoller, de détroquer et de calibrer les huîtres. Donc ils calibrent en petites, moyennes et grosses pour les années à venir. Donc les petites, elles seront prêtes d'ici 1 an ou 2. Les moyennes seront prêtes pour la Gigasse cet été. Et les grosses vont être prêtes dès les fêtes. On pourra déjà les commercialiser. Bon, et on va détroquer alors. Hein, on va détroquer. Alors là je vois des huîtres sur un tapis. Et puis ça s'arrête. Et donc, c'est ça le détrocage. Alors, je vais te demander de te présenter. Bonjour déjà, moi je m'appelle Séverine, je suis donc la fille et la tante des petits. Et ça c'est du détrocage qu'on fait, c'est le plus gros des boulots de l'année en fait, parce que ça prend beaucoup de temps. Et je fais ça avec papa. Ça fait 25 ans que je fais ça. T'as commencé à quel âge à détroquer? Alors j'ai 44 ans, 20 ans, hein, c'est ça, donc ça fait 24 ans sûr. Et on suit papa, quoi, hein, et maintenant la relève est assurée avec les petits-enfants. Alors ça consiste en quoi le détrocage? Là c'est quand les huîtres poussent, elles poussent en paquet, donc là maintenant il faut les mettre une à une. Donc il y a plusieurs tailles, donc on fait des grosses, des moyennes et on trie les petites qui vont à la pousse après aussi. Et là elles viennent des poches, c'est ça? Alors au départ elles étaient sur des collecteurs, sur des tubes collecteurs qu'on a mis en poche pour faire une pousse et après on avons retourné en poche pour repousser aussi. D'accord. Voilà. Donc et les poches, elles sont où vos poches en fait? La plupart de nos poches sont dans l'île de Ré, à Loie, à la pointe du Groin. On ira voir. Donc on voit bien qu'il y a des paquets d'huîtres et qu'il faut séparer. Voilà. J'imagine que c'est ça. Ouais. Notre gros outil, le voilà. Il a un nom cet outil, non ça... Un décolloir. Un décolloir. Voilà, c'est le décolloir. Ok. Pour décoller. Bon, tu vas me montrer comment on détroque. Je veux apprendre à détroquer. Bon, moi je veux un détroqueur. Attention. Attention là. Parce que à chaque fois je me fais mal quand je détroque. Faut un gant. Et alors, tu tapotes comme ça? Là, on a là ici là pour taper. D'accord. Pour un peu les décoller et on tourne. Donc là, par exemple, voilà. Hop, et je tourne. Et celle-là, je la mets où? Là. C'est une petite? C'est une petite. Celle-là va pas être bonne à manger pour Noël.
Non, pour les mois de juillet, août. Juillet, août. Ouais. Donc là, elles retournent dans des poches et on les met dans les parcs à Loire. Voilà. Et après, elles reviennent là et on les mange, c'était à la gigasse. Voilà, pour la gigasse. Impeccable. Bon pour la consommation. Bon, je vais essayer d'en trouver une pour Noël alors. Tiens, celle-là. Voilà. Là, il y a quelques moules. Ouais. Alors on les enlève. Pareil. Voilà, on nettoie bien l'huître. Là, c'est un 3. C'est un 3? Donc on peut le mettre tout de suite pour partir à la consommation. Ça, c'est 2 et ça, c'est 3? Non, ça c'est la moyenne et ça c'est tout ce qui va à la consommation. Le 4, 3 et 2. Alors, je le mets Là-bas. là-bas. Bon, bah, impeccable. Mais c'est super long. C'est très long à faire. Ouais. C'est la... C'est ce qui est le plus long, en fait. C'est là où vous passez le plus de temps, le non? plus de temps, oui. Ouais. C'est le décollage qui nous prend beaucoup de temps. D'accord. Et là, je sens que je sens que... Alors bien sûr, on en casse. Hein. Alors celle-ci, elle est vraiment pas belle. Ouais. Donc on la met à la poubelle. Bah, la poubelle. Sûr. Bah, c'est celle qu'on mange, nous, quand on va aller chercher sur les rochers, qu'on en trouve une comme ça. Alors, voyons ce qu'il y a dedans. Elle est quand même pas mal. Hein? On ne peut pas la vendre. On peut pas la vendre, mais on peut la manger. On peut la manger. Bon, bah alors, impeccable. Bon. Bon, alors, on remonte la chaîne de détrocage. Moi, je laisse ça. Alors, je suis avec qui, là, maintenant? Marina, la sœur de Armand, et la petite fille à Armand aussi. Impeccable. Donc là, tout le monde détroque. Toi, tu détroques aussi. Voilà. Ça. C'est... faut le faire. Ouais. Donc, je suis là aussi au détrocage. Ouais. Tu fais ça depuis quel âge, le détrocage? Peut-être 2 ans, ça fait que je commence à faire. 2 ans. Ouais, 2 ans. Et donc, toi, tu as repris aussi, tu es dans l'entreprise familiale. Ouais. Voilà, je suis associée avec mon frère. Donc, on a repris depuis le début de l'année et on continue et puis on essaye d'améliorer un peu. D'accord. Pour faire de la vente plus directe. Donc, par exemple, je suis devant le U à Saint-Rogatien, le petit U Express, le dimanche matin. La sortie de Châtel, là, c'est ça? Enfin, qu'on va vers Celles-sur-Mer? Quand on passe par la Jarne. On passe par la Jarne. Oui, la Jarne, direction le Saint-Rogatien et il y a le petit U Express devant. D'accord. Impeccable. Voilà. Bon, on ira te voir. Il n'y a pas de souci. Et tu vas avec un gros camion, tout Et vous faites aussi non, juste le Kangoo. La vente directe ici, Marie. Ouais. Oui, et toute la semaine, on fait la vente directe ici aussi. Bon, on ira voir le magasin. Okay. Bon, alors, on continue à remonter la chaîne de détrocage et je suis donc avec Armand. Avec le grand-père. Le grand-père. Voilà. Bah alors, le grand-père, j'aimerais qu'il me raconte un peu pourquoi il a fait des huîtres. Ah le grand-père il a fait des huîtres parce que son grand-père faisait des huîtres, parce que son père faisait des huîtres. Et puis ça me plaisait, quoi. Comme ça plaît à mes petits-enfants, pour la bonne raison, c'est que c'est peut-être un boulot difficile, mais c'est un boulot passionnant. Voilà. Alors, le grand-père, il faisait des huîtres où et comment? Alors, le grand-père, il faisait des huîtres dans la baie des Tris, ici, là. J'avais commencé avant de partir à l'armée, et puis dans les années 70, il y a eu la mortalité pendant 5 ans. On a arrêté, on a fait autre chose. Donc c'était l'époque du plein emploi, on trouvait du boulot. Et quand les huîtres sont revenues, la japonaise en 75, le grand-père l'a replongé dedans parce qu'il était en manque, quoi. Et puis voilà, puis on s'est mis à faire. On faisait beaucoup de demi-élevage, nous, c'est-à-dire des petites comme ça, à une époque. Après que vous revendiez, c'est ça? On vendait ça sur la Bretagne, et puis après les laboratoires sont arrivés, et les laboratoires, ils ont pris notre place. Alors, pourquoi ils ont pris votre place, les laboratoires? Ils ont pris notre place parce que de faire des huîtres, faire de la triploïde, ce genre d'huîtres, c'est plus rentable, voilà. Mais nous, on veut pas faire ça, on fait du produit, comme font certains agriculteurs, du produit naturel à 100%, c'est tout, voilà. Alors, bon, on rappelle, la triploïde, c'est une huître qui est modifiée. Ouais, génétiquement modifiée. Alors, génétiquement modifiée, ouais. Et donc, du coup, elle est pas laiteuse, c'est ça? Voilà, elle n'est pas laiteuse, ça c'est pour la... Elle est stérile. Voilà.
elle se reproduit pas. Alors si on fait une comparaison à l'agriculture, imagine les maïs transgéniques qui sont stériles et donc l'agriculteur il est obligé tout le temps d'acheter les graines à son fournisseur et vous pareil, les ostréiculteurs ils achètent le naissain. On va essayer de bien remontrer la différence entre huîtres triploïdes et huîtres naturelles on va dire. Alors, donc huître triploïde, on est bien d'accord, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que le cul relève. Donc ça ressemble un peu à un bec d'AOP ou à un sabot comme les anciens avaient les sabots en bois. Ça relève et au doigt, quand vous passez votre doigt dessus, ça accroche un petit peu. C'est à ça que vous le sentez. Mais il y a des nouvelles triploïdes qui sortent aujourd'hui sur le commerce qui n'ont plus justement ce fameux bec de perroquet. Donc une des façons les plus simples pour les repérer, c'est la marque de captage que vous avez ici. Donc là ici, on voit les stries de nos tubes. Donc ça prouve que notre huître a été captée naturellement en mer, ou comme ceci. Les huîtres triploïdes ne l'auront pas parce que c'est des huîtres qui sont faites en laboratoire. Alors ces huîtres-là ont un père, donc le père c'est le tétraploïde, donc elle a 4 gamètes. À savoir, c'est qu'une huître naturelle n'en a que 2. Donc cette fameuse huître tétraploïde, quand elle va reproduire avec une huître dite naturelle qui n'a que 2 gamètes. Donc quand ça va se mélanger, celle-ci va en lâcher qu'une seule, et celle-ci va en lâcher 2. Ce qui fait qu'au final, au lieu d'avoir une huître naturelle, on va avoir la triploïde qui va avoir 3 gamètes, 2 fournies par la tétraploïde et 1 fournie par la diploïde. Cette huître-là ne va jamais reproduire. Et cette fameuse donc, tétraploïde, alors elle est voilà. Ouais. Alors cette tétraploïde a été créée par les services d'État, Ifremer. Donc c'est eux qui sont à la base des triploïdes. Ils ont créé cette huître-là pour avoir en partie un contrôle des naissances. Et en plus d'avoir le contrôle des naissances, ils ont fait cette huître-là pour ne plus avoir les huîtres en lait. Donc c'est appelé sur les marchés Noël, les huîtres 4 saisons. Ouais. C'est l'avantage, c'est pour l'été. Ouais. Sur les marchés, vous les verrez souvent appelés huîtres 4 saisons. Donc à Noël, il n'y a pas de différence, mais l'été, elles ne sont pas laiteuses, donc on peut manger des huîtres non laiteuses l'été, quand il y a les touristes en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, il y a assez de triploïdes, elle a plusieurs avantages pour les gens qui en produisent. La première, c'est qu'elle n'est pas en lait laité, donc ça permet une commercialisation assez importante toute l'année. Le deuxième, c'est qu'elle pousse plus vite que les huîtres naturelles, à savoir c'est qu'une huître, il lui faut 4 ans, une triploïde, il lui faut à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour atteindre une taille vendable, donc il gagne en production. Et le fait d'acheter des huîtres en triploïde en laboratoire, c'est qu'elles sont déjà en 1 à 1. Donc tout le décollage que vous avez vu, qu'on a fait tout à l'heure, ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont plus qu'à mettre leurs huîtres en poche et les tourner. Et donc, en fait, tu disais, donc les naisseurs, ceux qui produisent donc, des petites huîtres triploïdes, ils font comment en fait? Ouais. Alors, ils louent la tétraploïde à Ifremer. Ils la louent pendant 48 heures, c'est assez cher. Quand ils la louent, ils la font en éprouvette ou dans des tout petits bassins. Donc ils mélangent la tétraploïde avec d'autres diploïdes. Quand la tétraploïde va lâcher sa semence, donc le lait, va lâcher le lait en bassin et les huîtres naturelles vont lâcher le lait en bassin. Donc tout ça c'est contrôlé en faisant des chocs de température, tout ça pour contrôler la naissance de A à Z. La tétraploïde va lâcher donc ses 4 gamètes, la diploïde va en lâcher 2 et quand ça va se rassembler, vont se rassembler en 3 gamètes. D'accord. Donc la tétraploïde a été modifiée, je pense au niveau des chromosomes, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ils ont dû rajouter quelque chose pour pouvoir avoir 4 gamètes au lieu de 2. Très bien. Et après, on commence à entendre parler d'antibiotiques comme dans les élevages de saumon, comme dans les machins. À quel moment de la chaîne ça pourrait être utile en fait Alors à savoir, c'est que eux, en laboratoire, c'est comme à l'hôpital, il y a des maladies qui traînent. Enfin, je suppose. Donc, ce qu'ils font, c'est que dès la naissance, ils injectent dans l'eau des antibiotiques ou dans leur. Si vous avez déjà vu à la télé, ils ont des gros fûts avec ces vers, tout ça, c'est des algues en fait dedans. Enfin, ils disent que c'est des algues, il y a peut-être autre chose, on ne sait pas tout. Et en fait, là-dedans, ils mettent déjà les antibiotiques. Du fait que quand ils vont nourrir l'huître, ils vont la nourrir à la fois avec des algues et à la fois avec des antibiotiques. Nous, on l'a su il y a très peu de temps, on n'était pas au courant de ça. C'est un vendeur de naissain qui est venu nous démarcher et qui nous a dit vous inquiétez pas, dans les nôtres, il n'y a pas d'antibiotiques. Ce qui veut dire que dans les autres, il y en a. Ouais, donc ça, c'est des supputations, mais on pourrait imaginer que pour les rendre résistantes aux bactéries, aux saloperies, qui peuvent être aussi une explication de la cause de la mortalité de l'huître. On est toujours dans cette période de mortalité de l'huître où on s'en sort? Alors,
La mortalité a légèrement diminué depuis les premières mortalités qu'on a eues, à savoir c'est qu'au tout début on avait à peu près 80-90% de pertes. C'était quand ça? Donc ça c'était quelques années avant la tapette, c'est il y a une dizaine d'années de ça. En 2006-2007 ça a commencé les premières années de mortalité. On l'a toujours, mais c'est moins important. Moi je dirais à peu près on a entre 60 et 65% aujourd'hui. Donc pour produire comme on faisait avant autant, on est obligé de mettre beaucoup plus de collecteurs en mer. Donc on a doublé notre production pour un résultat semblable. Et donc cette cause, il y a toujours plusieurs facteurs. Soit c'est le milieu qui est, voilà, les pesticides, etc. Enfin, c'est quand même un milieu qui correspond, qui est alimenté par le doucin et tout ça. Donc il y a cette qualité du doucin, cette quantité. Ensuite, il peut y avoir des facteurs style des maladies qui arrivent. Hein. On sait que avant, je sais pas, c'était la portugaise, où d'un moment il y a une bestiole qui est arrivée, un virus, et puis après on est passé à la japonaise, et puis et ainsi de suite. Donc ça pourrait être aussi un fin de cycle. Ou alors effectivement, on peut imaginer qu'il y a des relations, il y a une concurrence pour le milieu. Plus on met d'huîtres et plus on élève d'huîtres sur le même milieu, moins il y a à manger. À savoir, c'est que nous, en parc, à la base, on est bridé. Il faut savoir, c'est que nous, sur un hectare, par exemple de parc, on a le droit de mettre 6000 poches à maximum 10 kg par poche, ce qui représente sur un hectare de parc 60 tonnes d'huîtres. Donc après, il y a peut-être eu fait aussi que les gens ont dépassé ce quota, donc ça a pu être une des raisons. Une des raisons pour laquelle nous on pense que ça a pu jouer aussi, c'est que la mortalité des naissins d'huîtres naturelles a commencé la même année qu'ils ont essayé les premiers essais en mer en grande production des triploïdes. C'est arrivé la même année. Alors c'est coïncidence ou c'est un rapport, on ne pourra jamais le savoir, mais c'est une possibilité. Bon, on va enquêter. On ira peut-être poser la question à Ifremer si on arrive à trouver les clés. Ouais. Bon, merci Herman, c'était très clair. On s'y retrouve un peu, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. C'est vrai que c'est compliqué même pour nous, étant dans le métier. Moi, ça, je l'ai appris en allant à l'école. Sinon, je l'aurais jamais su. Ok. Bon, là, il fait beau. On va te laisser retourner au détrocage, là, parce que... Non, toi, tu détroques pas, tu alimentes... Alors non. Alors moi, je suis manœuvre. Moi, voilà, je remplis la goulotte, je leur change leur casier, je fais tout ça. Okay. Moi, je suis juste main d'œuvre ici. On voit d'ailleurs. Ah. Bon, allez. Et donc, vous faites pas comme ça? Ah, non, on est toujours resté à la vieille méthode. Enfin, on n'est pas les seuls. Hein. En baie des Traits, ici, tout le monde fait du naturel. Ouais. En baie des Traits. D'accord. Donc, tout le monde fait du naturel. Voilà, parce qu'on n'est pas pour ce genre de truc, quoi. D'accord. Bon. Et ben voilà. Donc ça détroque encore combien de temps? Là maintenant ouais. On va arrêter parce qu'on va arrêter là cette semaine parce qu'on va commencer à calibrer. Il faut qu'on calibre nos huîtres pour les fêtes de Noël. Pour la vente à la cabane ici là, et puis pour la vente sur mes petits enfants, ils font les marchés. Donc on va calibrer nos huîtres des fêtes quoi. D'accord. Et vous retournez dans les parcs aussi? Ah ben oui, tout ça faut le ramener on va ramener tout ça dans l'île de Ré quoi, à la pousse. À la pousse, on appelle ça, pour les mettre à pousser. Bon, tu nous emmèneras? Oui, on y va à partir de la semaine prochaine. Enfin, oui, c'est la semaine prochaine. Voilà. Bon, écoute... On fait le métier, hein, parce que tu vois le grand-père, hein, quand même. Ça fait peut-être 60 ans qu'il fait le métier, quand même. Hein. 60 ans. Oh, minimum 55. Et tu t'es jamais lassé de... Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je me lasse pas. Je suis trop bien. Ah non, c'est bien pour ça que je continue à donner un coup de main à mes petits-enfants. Parce que si je comprends bien, le grand-père, il devrait être à la retraite. Là. Ah il est à la retraite, mais... Il est à la retraite, le grand-père, mais... C'est des métiers, ça, faut aimer. Parce que... Bon, faut aimer parce que ça n'a pas que des inconvénients non plus. On est libre, on est... Voilà, on est tranquille, on va sur le platin, on discute avec les mouettes. Ça nous arrive. Voilà. Non, mais c'est un métier, c'est passionnant. Hein. C'est pénible. Physiquement, on s'y habitue aussi. On s'y habitue, hein, comme tous les boulots. Moi, si tu compares, tu sais, celui qui est toute une journée dans un bureau, c'est pas mieux non plus assis ou sur une machine. On n'a pas qu'à se plaindre. Hein. Quand tu avais arrêté, là, quand il y a eu la mortalité, tu faisais quoi? Oh là là, alors là, j'ai travaillé, j'ai fait le veilleur de nuit à certains passagers à la SNCF. Puis après, ouais, au Goulin. Et puis après, j'ai travaillé, parce que c'était le plein emploi à l'époque, à faire des bateaux à Péry. Alors là, ça a été dur. C'est pas que le boulot, à l'époque, c'était l'époque où on n'avait pas des mauvais salaires, hein, donc on gagnait notre croûte, mais moi, renfermé toute une journée, j'étais malheureux. Et tu sais ce que fait comme réflexion aujourd'hui? 1 an, j'ai travaillé 1 an comme ça, à l'usine.
1 an de prison. Pour moi, ça a été 1 an de prison, j'aurais pas vécu là-dedans. Donc, toi, ma liberté, moi, ben voilà. J'étais pas fait pour ça, j'étais fait pour aller en mer. Bon, et ben tu nous emmèneras en mer, voir la beauté du Platin. Et puis de l'île de Ré aussi. On va aller dans l'île de Ré la semaine prochaine, si tu veux. On va aller lever des poches. Donc, on va aller lever, on appelle ça lever des poches, chercher des poches d'huîtres, vendables, des vendables, c'est plus le même truc, hein, pour faire le calibrage pour nos fêtes. Pour notre vente ici, comme je reviens, pour notre vente à la cabane et sur les marchés, des petits-enfants pour leur repas. Et moi, je suis le bénévole des petits-enfants. Voilà, les jeunes. Bon. Tu sais, j'embauche à 7 h le matin quand même. Hein. Ouais. Pour un grand-père, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bah, ça te maintient en forme. Non, ce qui veut dire, c'est que j'aime. Bon, et ben on va suivre tout ça et on va continuer à suivre la famille Bernard dans sa préparation des huîtres de Noël.